Bonjour Emmanuel Navon. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv et directeur du Conseil euro-méditerranéen pour le Proche-Orient, EM2C. Emmanuel Navon, l'état-major israélien estimerait que la guerre pourrait durer encore 1 à 2 semaines contre l'Iran. Quel premier bilan en tirez-vous et quels sont les grands objectifs qui doivent encore être satisfaits côté américain et côté israélien? D'abord, le premier bilan, ce sont des acquis militaires extraordinaires de la part d'Israël et des États-Unis. Deux armées de l'air qui ont déjà terrassé la plupart des cibles iraniennes de la République islamique, qui ont touché les symboles et les structures du pouvoir dans leur cœur même à Téhéran et ailleurs, qui sont en train de couler toute la flotte iranienne et même dans les côtes du Sri Lanka, un bateau iranien a été coulé par un sous-marin américain. Il termine le travail démarré lors de la guerre des 12 jours en juin dernier? Alors, la guerre des 12 jours avait été très ciblée sur les structures nucléaires et les tirs de roquettes iraniens. Les États-Unis, on s'en souvient, s'étaient joints à la campagne sur le tard et s'étaient focalisés sur les principales centrales nucléaires. Cette fois-ci, aussi bien les États-Unis qu'Israël sont entrés en guerre contre la République islamique pour en terminer. Il ne s'agit pas de toucher certaines cibles pour revenir à une opération militaire dans quelques mois. Aussi bien les États-Unis qu'Israël, cette fois-ci, sont déterminés à mettre fin à la menace militaire de la République islamique ainsi qu'à l'existence même du régime des ayatollahs. Alors on a appris justement avec l'agence Reuters que le probable futur guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, qui est donc le fils cadet du précédent guide suprême éliminé samedi dernier, avait échappé à une tentative d'élimination lui-même. Israël souhaite décimer la totalité de l'élite dirigeante du pays, à la fois côté politique et côté militaire, dans le but de faire tomber le régime à court terme. La chute du régime est un des buts de guerre aussi bien d'Israël que des États-Unis. Cela a été énoncé très clairement aussi bien par le président Trump que par le Premier ministre Netanyahou. Simplement, ça n'est ni aux États-Unis ni à Israël de choisir le leadership iranien. C'est au peuple iranien de se libérer. Mais seule l'armée israélienne et l'armée américaine ont la capacité et la volonté d'apporter au peuple iranien le soutien dont il a besoin pour se libérer de ses bourreaux. Donc ce sera au peuple iranien de choisir son propre régime futur, mais sans l'appui militaire des États-Unis et d'Israël, il ne pourra pas se libérer. Alors, l'Iran a annoncé tout à l'heure qu'elle considérait toute action de groupe liée aux Kurdes, aux forces kurdes, comme un acte de guerre. Comment les Américains, peut-être aussi les Israéliens, Emmanuel Navon, pourraient éventuellement utiliser cette carte pour affaiblir le régime, justement? On sait que le peuple kurde a été la victime historique de la politique des puissances depuis la fin de la Première Guerre mondiale. C'est finalement le seul peuple du Proche-Orient qui n'a pas bénéficié de son autodétermination, contrairement aux principes énoncés lors de la conférence de Versailles et d'autres conférences après, suite à la Première Guerre mondiale, et qu'il serait temps effectivement que le peuple kurde puisse jouir de son droit à l'autodétermination. Et en particulier en Iran, la République islamique a empêché toute indépendance kurde et les Kurdes veulent leur indépendance. Mais comme ils sont divisés entre plusieurs pays, dont la Turquie qui est un membre de l'OTAN, ils ont toujours été sacrifiés par cynisme politique, dont par les grandes puissances. Cette fois-ci, les grandes puissances ont besoin des Kurdes, c'est rare, mais cela arrive. Et donc, il n'est pas impossible que les Kurdes s'impliquent militairement pour aider Israël et les États-Unis et en bénéficient politiquement dans le futur de l'Iran. Dans le même temps, est-ce qu'il est envisageable que l'opposition iranienne soit armée justement pour intervenir dans un deuxième ou un troisième temps contre le régime? Il est encore très difficile de savoir si l'opposition iranienne ou les oppositions iraniennes ont la capacité de prendre les leviers du pouvoir après l'éventuelle chute du régime des mollahs.
puisque cette opposition a été réprimée, éliminée de façon cruelle par la République islamique depuis 47 ans, et que on se souvient qu'après la révolution de 1979, les principales forces d'opposition étaient à la fois les islamistes et les communistes, et que les puissances occidentales avaient fait le pari des islamistes en pensant que le régime futur allait être gérable, ce qui, on le sait aujourd'hui, n'a pas été le cas. Malheureusement, comme je l'ai dit, une opposition ou des oppositions qui ont été réprimées de façon cruelle, et il faut espérer que cette opposition ou ces oppositions pourront s'organiser après la chute éventuelle du régime des mollahs. Alors, le secrétaire d'État à la Défense américain, Pete Hegseth, vient de s'exprimer. Il a expliqué que les capacités balistiques iraniennes étaient en recul du fait des opérations américano-israéliennes en cours. Ce n'est que le début, a-t-il ajouté. Combien de temps, selon vous, Emmanuel Navon, cette guerre peut-elle encore durer? On a lu tout à l'heure dans la presse israélienne que l'état-major militaire israélien estimait qu'il faudrait encore 1 à 2 semaines pour que les objectifs israéliens en Iran, à distinguer de la situation au Liban, soit satisfait. C'est aussi ce que vous estimez? On est sur cet échéancier? Je pense que oui, puisqu'on ne se dirige pas du tout vers une opération terrestre. On parle uniquement d'opérations aériennes et également maritimes, comme on vient de le voir, et que l'estimation effectivement des experts militaires, et vous avez rappelé les propos du secrétaire d'État à la guerre américain, sont qu'il faudra encore 2 ou 3 semaines pour complètement éliminer les capacités militaires, nucléaires et de missiles de l'Iran. Alors, l'un des événements importants, l'un des événements militaires importants de ces dernières heures, c'est, on en parlait tout à l'heure, cet avion de chasse israélien F-35I qui a abattu un avion iranien au-dessus du ciel de Téhéran, la capitale iranienne. C'est une première. Ça démontre la supériorité de l'armée de l'air israélienne et sa maîtrise totale du ciel iranien aux côtés des forces américaines. Ça confirme la supériorité de l'aviation israélienne face à des avions iraniens qui sont en réalité des avions russes, je vous le rappelle. La dernière fois que des chasseurs israéliens ont fait tomber des chasseurs russes, en tout cas pas la dernière fois, mais directement, et c'est ce qui avait mené d'ailleurs à la guerre des 6 jours, c'était justement en 66 et en 67. Sauf qu'à l'époque, c'était des avions français de la société Dassault que Tsahal avait utilisé pour faire tomber des MiG russes de l'armée de l'air syrienne. Donc on revient dans ce scénario où finalement l'armée de l'air israélienne, à l'époque avec des avions français, aujourd'hui avec des avions de fabrication américaine, eh bien, fait tomber des avions russes de fabrication russe utilisés par nos ennemis. Et ce qui se passe actuellement au-dessus du ciel de l'Iran, mais aussi certainement au Liban, et selon vous observé de près par toutes les défenses dans le monde, notamment les défenses russes et les défenses chinoises, en vue d'éventuels prochains conflits? Ouais, il faut bien comprendre que ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient et ce qui suit la capture de Maduro au Venezuela inquiète énormément les Russes et les Chinois. Puisque finalement, cela confirme, contrairement aux différentes théories qui ont été développées, en particulier il y a 2 ou 3 semaines à la conférence de Munich, selon laquelle le monde serait devenu multipolaire. On s'aperçoit que dans les faits, c'est faux. Le monde n'est pas multipolaire. Seuls les États-Unis, et dans ce cas-là, avec son allié israélien, ont la capacité militaire de faire ce qu'ils sont en train de faire au Proche-Orient. Aucun autre pays au monde n'est capable de le faire, et la Chine, avec toute sa puissance économique, ne parvient pas du tout à protéger ses alliés, ni Maduro, ni Khamenei. Et donc pour la Chine, il s'agit d'un revers énorme qui va la faire réfléchir à 2 fois concernant ses velléités sur Taïwan, et qui va surtout affecter sa position au Proche-Orient, et qui va affecter bien entendu également la position de la Russie au Proche-Orient, et par conséquent
l'issue de cette guerre va avoir également des répercussions géopolitiques bien au-delà du Proche-Orient. Je voudrais qu'on dise un mot maintenant, Emmanuel Navon, sur la Turquie qui a annoncé ce midi qu'un missile balistique se dirigeant vers son territoire avait été détruit par l'OTAN. Jusque-là, Ankara s'était montrée très prudente sur le plan diplomatique, même si la présence de bases américaines sur place, précisément des bases de l'OTAN gérées par les Américains, la menaçait a priori de frappes iraniennes comme les Émirats ou le Qatar. Jusqu'ici, Téhéran s'en était abstenu, peut-être au regard des risques majeurs de riposte des Turcs. Ce qui s'est passé ce midi est à cet égard, Emmanuel Navon, un événement très significatif. Oui, parce que cela montre que Téhéran, finalement, n'hésite plus du tout à tirer dans tous les sens, en dépit des conséquences de ces tirs vers la Turquie, vers le Qatar, ce qui étaient finalement des alliés de facto de l'Iran. Je rappelle que le Qatar était le seul pays du Golfe qui continuait d'être très coordonné avec l'Iran, d'abord du fait d'une idéologie commune, du frérisme des frères musulmans, mais également d'intérêts économiques communs sur le gaz naturel. Même chose avec la Turquie d'Erdogan, qui, à de nombreux égards, était également aligné avec Téhéran. Eh bien, Téhéran leur a tiré dessus, et donc cela montre bien que le sort du régime de la République islamique est scellé, et que les ayatollahs n'hésitent plus à rien faire pour essayer de sauver la mise. Merci beaucoup, Emmanuel Navon, d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv et directeur du Conseil euro-méditerranéen pour le Proche-Orient. On peut écouter cet entretien en podcast sur notre site radioj.fr ainsi qu'en vidéo sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Bon après-midi à vous et à très bientôt sur Radio J. Merci.